Bonjour à tous et toutes. Bienvenue donc dans cette matinée du webinaire du département santé de l'ICM. Je suis vraiment ravie qu'on ait pu arriver au bout de l'organisation de cette matinée qui va donc porter sur la question des recherches interventionnelles en santé auprès des populations migrantes ou des immigrés ou des bref, on pourra revenir sur la question de définition. D'un point de vue un peu technique, donc tu me dis, Anne, si je respecte bien les consignes. Donc, on demande à tout le monde de faire attention de fermer son micro pendant les interventions. Le chat est ouvert, n'hésitez pas à intervenir dessus. Et puis, il y avait une consigne caméra aussi, mais je ne me rappelle plus très bien. Voilà. Alors, donc, ce que je vous propose, c'est donc on a 4 interventions ce matin. On est ensemble jusqu'à 12h30. Donc, je vous propose d'entendre d'abord les 2 premières, et puis on fera une pause technique, et puis on reprendra pour la suite. Après chaque intervention, je vous propose d'ouvrir la discussion sur peut-être le cas particulier de l'étude qui sera présentée. Et puis on verra si on a du temps en toute fin de séance pour ouvrir la discussion peut-être plus générale sur voilà, l'intérêt et la spécificité de ces recherches particulières que sont les interventions de santé. Alors, peut-être que, donc, sans plus tarder, je vais vous présenter les intervenants de cette matinée. Alors, on va commencer par entendre Karna Koulibaly et André Nolo Ravalishahi, qui vont nous présenter alors je pense que ce n'est pas tout à fait des résultats, mais nous présenter leur travail sur le projet Makassi, et notamment essayer de proposer des réponses à la question comment mesurer l'empowerment en santé sexuelle des immigrés précaires. On entendra ensuite Lorraine Poncet et Françoise Rioux, qui nous présenteront donc les résultats pour le coup du projet des Saphirs, et nous proposerons donc de nous montrer comment on peut évaluer des interventions de santé sexuelle et reproductive auprès de femmes migrantes à travers ce projet. Par la suite, alors il nous rejoindra tout à l'heure, on entendra Fabrice Giraud qui viendra nous présenter le dispositif Covisant mis en place dans le cadre de la gestion de l'épidémie de Covid dans laquelle nous sommes plongés actuellement. Et puis, enfin, on écoutera Muriel Galindo qui viendra nous parler, elle aussi nous rejoindra tout à l'heure, puisque étant basée en Guyane, le décalage horaire fait que la séance commence un petit peu trop tôt pour nos collègues guyanais. Donc elle viendra nous présenter le projet Malakith sur la question de l'autotraitement pour le paludisme chez les orpailleurs en Guyane. Donc en cours de route, nous rejoindra aussi Nicolas Vignier qui a coordonné aussi l'organisation de cette matinée. Et je remercie moi aussi Anne pour son soutien et son efficacité dans toute l'organisation aujourd'hui. Voilà, eh ben, on est un petit peu en avance, mais tant mieux. Si vous voulez bien, je vais tout de suite passer la parole à Karna et à André Nolo pour leur présentation. D'accord. On va essayer de partager notre écran. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui ai la main ou quoi. Non?
Non, Voilà. C'est ça bon. marche. Armel, ouais. Alors, je sais pas si Si, c'est bon, hein. vous l'avez? Parfait, c'est très bien. Ok. Déjà, bonjour à toutes et à tous et merci de nous permettre de présenter ce travail. Je vais d'ores et déjà vous présenter nos excuses parce qu'on ne pourra pas rester jusqu'à la fin de cette matinée pour d'autres contraintes de formation. Et nous, on a prévu discuter ce matin avec vous de la question de l'empowerment en santé sexuelle et particulièrement de comment est-ce qu'on mesure cette notion quand on réalise une intervention auprès des populations immigrées en précaire en prenant le cas de Makassi. Donc, cette présentation, on va la faire à deux voix, comme vous avez pu le constater, avec Andy. Donc, d'abord, on va commencer par présenter l'intervention Makassi. Et ensuite, on va discuter des enjeux liés à l'évaluation de l'empowerment en santé sexuelle. Et on va terminer par comment est-ce que nous, dans Makassi, on essaie de prendre en compte ces enjeux et de les dépasser à partir de certains indicateurs, de certains scores autour desquels se posent énormément de questions. Donc, pour revenir au contexte de l'intervention Makassi, il faut savoir que les personnes immigrées d'Afrique subsaharienne constituent le deuxième groupe le plus touché par le VIH en France. Et cette population, le risque d'infection dans cette population augmente avec tout ce qui concerne les précarités sociales et administratives. Et ce qui a été notamment démontré dans l'étude Parcours, qui a pu montrer que plus les personnes avaient rencontré des situations de précarité sociale et administrative, plus elles avaient un risque plus élevé d'être infectées par le VIH. Et en plus de ces précarités qui peuvent être sociales et administratives, il y a aussi un ensemble de difficultés qui sont liées à l'accès au système de santé. Et ces difficultés d'accès au système de santé peuvent relever à la fois d'une méconnaissance du système ou aussi d'une peur même d'aller vers ce système de santé qui n'est pas toujours le même que celui du pays d'origine. Et tout ça, rajouté aux faibles connaissances des moyens de prévention disponibles, font que ce groupe constitue un groupe, on va dire, exposé au VIH. Et le VIH dans cette population constitue de ce fait une préoccupation de santé publique majeure. Et il y a un ensemble de dispositifs de prévention du VIH qui ont été mis en place mais ces dispositifs de prévention, parmi ces dispositifs de prévention, il n'y a pas encore eu d'intervention qui ont exploré en fait celles qui sont basées sur l'empowerment en santé sexuelle. Donc, dans le cas de Makassi, il a s'agit de développer une approche qui est basée sur l'empowerment en santé sexuelle afin euh, de, de répondre à ces enjeux d'infection au VIH. Donc, pour ce qui est de l'empowerment, il faut savoir que c'est une notion qui est complexe et difficile à évaluer, mais dont l'efficacité a été mise en évidence dans les études auprès des populations vulnérables au VIH, en Amérique du Nord notamment. Et quand bien même cela a été largement fait sous d'autres cieux, force est de constater que auprès des populations immigrées, ce travail a faiblement été fait, sinon très très peu de travaux ont porté sur la prévention du VIH auprès des immigrés avec une approche basée sur l'empowerment. Et dans le milieu francophone, il en existe très peu et, et qui sont aussi qu'on retrouve principalement en Afrique subsaharienne ou dans les pays d'Amérique du Nord. Donc, partant de ce constat-là, l'étude Makassi a devant elle un champ qui reste inexploré et donc qu'elle a souhaité explorer. Et l'étude Makassi a eu pour principal objectif
de renforcer l'empowerment en santé sexuelle des personnes immigrées d'Afrique subsaharienne et des Caraïbes en Île-de-France, dans le but de réduire leur exposition aux risques sexuels, notamment tout ce qui est relations transactionnelles, violences sexuelles, protection des rapports sexuels et l'utilisation des méthodes de la prévention combinée, avec l'idée que cette intervention pourrait constituer un effet levier. Et cet effet levier-là, c'est dans le but d'impulser quelque chose et que la personne elle-même puisse se saisir en fait, de ce qui existe déjà. Et cela va se faire à partir d'un entretien individuel unique d'empowerment qui sera basé sur les principes de l'entretien motivationnel et articuler une orientation active. En fait, ici, il faut entendre par orientation active tout ce qui va permettre aux personnes d'accéder aux soins, des orientations à travers des fiches, des cartes, des appels et tout ça pour leur permettre d'accéder aux soins et dans le but aussi d'améliorer leur autonomie et leur capacité de protection dans les interactions sexuelles et relationnelles. Et Makassi est mis en œuvre par un ensemble de chercheurs et d'associatifs. Parmi les chercheurs, on retrouve notamment ceux du CEPED, de l'équipe de recherche en épidémiologie sociale de l'IPLEPS. On retrouve également les chercheurs du DIAL en économie et les associations Afrique Avenir et ACAT qui sont chargées du volet plus opérationnel de cette intervention. Alors, l'intervention, elle se présente sous ce format. D'abord, elle est greffée à l'intervention de l'association Afrique Avenir qui dispose d'une équipe mobile qui est présente sur les lieux d'intervention, les lieux de fréquentation des Africains et Caraïbes en Île-de-France, notamment aux abords des gares, de RER, des marchés. Et sur ces lieux-là, elle propose un test rapide d'orientation diagnostique, TROD, et une fois que les personnes viennent pour faire le TROD ou pas, elle propose aux personnes de passer un questionnaire de repérage, qu'on va appeler le questionnaire de repérage, pour identifier les vulnérabilités de ces personnes-là, lesquelles vulnérabilités peuvent les exposer davantage à l'infection par le VIH. Et une fois que les personnes sont identifiées comme étant éligibles à l'intervention, elles sont ensuite dirigées vers les intervenantes de Makassi. Et c'est ce qu'on va voir sur la troisième partie de cette image. Et en fait, les intervenantes, lorsqu'elles vont recevoir le participant, la première chose, ça sera d'abord de créer une relation de confiance à partir d'une écoute et de beaucoup d'échanges. Ensuite, ce qui est au cœur de cet entretien d'empowerment, ça va être aussi de faire un bilan personnalisé de santé sexuelle. Et à partir de ce qui ressort de ce bilan, il y aura une orientation active vers les structures partenaires. Et pour les personnes qui sont les plus fragiles, qui ne peuvent pas elles-mêmes s'orienter, il y a un dispositif de navigation dans lequel les personnes sont accompagnées par les médiateurs de santé vers les structures dont elles ont le plus besoin. Et on va voir que le processus d'inclusion va également se faire à partir de deux bras. Notamment, on va avoir ceux qui vont être inclus dans le bras immédiat et ceux qui seront inclus dans le bras différé. Immédiat, c'est-à-dire que les personnes vont participer à l'étude, vont faire l'intervention le jour même où elles sont repérées sur le camion. Et les personnes qui vont être incluses dans le bras différé vont participer à l'intervention 3 mois après avoir été vues sur le camion. L'idée étant de donner 3 mois d'intervalle afin de voir ce que l'intervention peut produire en 3 mois. Donc, cette recherche est basée sur une approche par méthodologie mixte. On va avoir une approche qualitative dans laquelle une des questions majeures qu'on va se poser, ça va être quels sont les mécanismes qui sont à l'œuvre dans le processus d'empowerment en santé sexuelle. Donc là, il va y avoir un ensemble d'analyses qualitatives qui sont notamment menées par Séverine Carillon pour comprendre en fait ces mécanismes-là, les processus qui se mettent en œuvre. Mais il y a également l'approche quantitative basée sur différents questionnaires. Et cette intervention, en fait, cette approche qualitative a essayé de répondre à plusieurs questions, notamment celle de savoir est-ce que cette intervention d'empowerment en santé sexuelle permet de réduire le risque d'infection au VIH. Et dans cette approche quantitative, on va également se poser la question, c'est là qu'on va se poser la question de comment est-ce qu'on va mesurer cet empowerment en santé sexuelle.
Et on va se poser cette question, notamment parce que l'empowerment, on va le voir tout de suite, est à la fois un résultat et un processus et une intervention auprès des populations immigrées dans lequel il faut prendre à la fois en compte leur spécificité, le contexte dans lequel l'intervention évolue. Donc, quels indicateurs pourront permettre de prendre en compte tous ces éléments? Donc, c'est un peu la préoccupation à laquelle on va se retrouver confronté. Donc là, on va plus aboutir sur les enjeux de l'empowerment en santé sexuelle, les enjeux de son évaluation. Donc, avant de parler spécifiquement de cet enjeu-là, on a souhaité faire un petit détour sur ce que c'est que l'empowerment en soi, pour être un peu au même niveau d'information. Il faut savoir que l'empowerment est à la base issu de plusieurs mouvements. D'abord, les mouvements sociopolitiques et aussi académiques aux États-Unis dans le courant des années 60. Il y a eu d'abord les mouvements sociopolitiques des Noirs américains aux États-Unis et ces mouvements-là ont été portés par les personnes qui subissaient les discriminations raciales. Et leur mouvement va avoir un certain nombre d'effets dans la société, notamment, par exemple, la mise en place du Civil Rights Act. Et donc, ces effets-là vont inciter aussi la reprise dans d'autres mouvements, notamment les mouvements féministes. Et dans le même temps, il va aussi avoir dans les pratiques sociales une envie ou sinon une nécessité de repenser les pratiques sociales dans la mesure où, dans ces années-là, il va y avoir la mise en place de services sociaux avec un accroissement des bénéficiaires et les intervenantes sociales vont être éprouvées par cet accroissement-là et va émerger l'idée de repenser les pratiques pour ne pas que en fait, les intervenantes sociales soient débordées par ce qui est en train de se passer. Et donc, un certain nombre de voix vont s'élever dans ces mouvements-là pour essayer de repenser ça avec l'idée que il est nécessaire d'avoir une transformation sociale et laquelle transformation sociale doit être portée par les personnes qui sont subordonnées à la société. Et ces mêmes idées vont également être reprises dans la psychologie communautaire dans laquelle il va y avoir l'idée de repenser le paradigme de base de la discipline pour que soient pris en compte les individus auxquels on s'adresse. Donc, l'idée majeure de la psychologie communautaire va être que la société elle-même produit des exclus et donc il faut intégrer ces exclus-là pour qu'ils ne soient plus des exclus et qu'ils puissent prendre en charge aussi leur santé mentale, contribuer à cette prise en charge-là. Donc, ces mouvements-là vont en fait, permettre de penser la philosophie même de l'empowerment sans pour autant que cela soit encore théorisé. Et cela va être théorisé sans forcément utiliser le terme dans un ouvrage majeur qui est celui de Paulo Freire. Il va s'appeler Pédagogie des opprimés, suivi de conscientisation et révolution. Paulo Freire, en fait, qui est un éducateur et philosophe brésilien, va, à partir de ses expériences, montrer comment est-ce que les individus sont eux-mêmes emmenés à se libérer, sinon à tendre vers la liberté, à partir de la conscientisation qu'ils peuvent se faire du monde qui les entoure. Et ce processus de conscientisation doit se faire dans le partage des idées, parce que pour lui, en fait, dans ce processus-là, il n'y a pas d'éducateurs et d'éduqués, mais il y a des personnes qui doivent partager et apprendre mutuellement. Et donc, cette philosophie va notamment dominer toutes les pratiques sociales et sans pour autant que la notion même d'empowerment n'existe. Et cette notion d'empowerment, en fait, elle va émerger à partir de l'ouvrage d'une travailleuse sociale qui a une thèse en travail social et qui va écrire un bouquin qui va être basé à la fois sur ses connaissances théoriques, mais aussi sur son expérience de travailleuse sociale, lequel bouquin va être s'appeler Black Empowerment, Social Work in Hopeless Community. Et dans cet ouvrage, elle va dépeindre en fait le cas des travailleuses sociales, les transformations qui sont en cours et la nécessité d'aller vers une pratique dite d'empowerment dans cette pratique-là. Et donc, on voit notamment que l'empowerment émerge dans un contexte qui est dominé par un ensemble de pratiques, mais aussi de manières de faire différentes.
Donc, ces différentes manières de faire là vont faire que la notion ne sera pas forcément entendue de la même manière, et ce qui va faire qu'il n'y aura pas de définition qui va primer. L'une des premières définitions qui va un peu être entendue et qui va être reprise dans de nombreux travaux, c'est celle du chef de file de la psychologie communautaire qui va définir l'empowerment comme étant un processus, un mécanisme par lequel les individus, les organisations et les communautés acquièrent la maîtrise de leur vie. Et comme on peut le voir, cette définition qui est assez intéressante reste toutefois difficile à opérationnaliser dans le cadre d'une intervention proprement dite. Du coup, plusieurs constats vont se faire, notamment le constat majeur qui a été fait par Caroline Baker et ses collègues, qui est que la popularité, la durabilité apparente de l'empowerment n'ont toutefois pas permis de dégager un large consensus sur sa signification, sa mesure et sa mise en œuvre. Et force est de constater que ce constat-là va également se répercuter dans toutes les branches qui vont mobiliser cette notion d'empowerment. Et on va également constater ça au niveau de l'empowerment en santé sexuelle plus spécifiquement, où l'une des rares définitions qui existent consiste à dire que l'empowerment en santé sexuelle est un processus qui est dynamique et multidimensionnel. Dynamique dans la mesure où c'est un continuum, c'est un processus qui n'est jamais fini, qui ne s'arrête jamais, mais qui est également multidimensionnel dans la mesure où une personne peut être empowerée en griffe dans un domaine et pas dans l'autre. Et cette définition, quand bien même elle puisse être intéressante, encore est difficile à prendre en compte de façon opérationnelle. Elle va être reprise dans certaines études qualitatives qui vont en tout cas être menées auprès des femmes notamment et qui vont montrer des choses assez intéressantes, mais on va remarquer qu'elle est rarement prise en compte dans les études quantitatives opérationnelles et dans ces études-là, on a rarement même des définitions, c'est-à-dire que le constat, c'est que les auteurs se contentent de discuter de ce qui pourrait être cette notion, mais sans forcément aboutir à quelque chose de concret. Et donc, ce manque de quelque chose de concret-là fait que on a une difficulté à savoir qu'est-ce qu'on évalue concrètement et à partir de quels indicateurs. Et donc, c'est en partant de ce constat-là que Yann Le Bossé va suggérer l'idée qu'il faut la présence d'un résultat concret qui soit produit grâce à un ensemble d'actions précises entreprises par les personnes elles-mêmes. Et c'est en cela que va constituer en fait ce qu'on va évaluer. Et donc, à travers des indicateurs et des scores. Mais en même temps, la limite de tout ça, ça va être aussi de pouvoir prendre en compte le contexte dans lequel se déploie cette intervention-là, dans la mesure où elle peut modifier, sinon impacter ce qui peut être fait en termes d'empowerment en santé sexuelle ou pas. Donc, face à un peu toutes ces difficultés-là, dans le cas de Makassi, on s'est un peu dit qu'il fallait réaliser une scoping review sur les définitions et les indicateurs de mesure de l'empowerment en santé sexuelle et à partir des enseignements qu'on a pu avoir, nous-mêmes proposer, sinon, une manière de mesurer cette notion dans le cas de Makassi. Et donc, c'est ce qu'on a fait et c'est un peu ce qu'on va vous présenter. Donc, au niveau de la scoping review, la principale question qu'on s'est posée, c'est qu'est-ce que l'empowerment en santé sexuelle et quels sont les indicateurs qui permettent de l'évaluer. Donc, on a réalisé une scoping review pour répondre à cette question. La scoping review a la particularité de permettre de poser une question précise et de pouvoir faire une recherche documentaire systématique autour de cette question afin de pouvoir y répondre en utilisant un certain nombre de mots-clés bien identifiés. À partir de ces mots-clés-là que nous avons introduits sur un ensemble de moteurs de recherche, on a pu identifier 2181 références et il y a eu un premier processus de sélection sur la base du titre et du résumé qui nous a permis d'aboutir à 88 textes complets à analyser et aussi à passer au peigne fin des critères de sélection des différents articles. Au bout du compte, on s'est retrouvé avec 29 articles à analyser.
L'analyse de ces 29 articles nous a permis d'arriver à la définition suivante, c'est que l'empowerment en santé sexuelle peut être considéré comme étant la capacité d'un individu à prendre des décisions nécessaires pour exercer un contrôle sur sa vie sexuelle et sa capacité à négocier des comportements sexuels protecteurs, c'est-à-dire choisir quand, avec qui et comment les relations sexuelles sont pratiquées et protégées. Donc, c'est un peu le premier résultat sur lequel nous avons abouti à partir de cette scoping review. Et les deux autres résultats auxquels nous avons abouti, c'est qu'il y a un ensemble d'indicateurs qui étaient mobilisés, lesquels peuvent être regroupés dans ces huit groupes d'indicateurs que nous avons mis là autour de l'empowerment en santé sexuelle. Et en fait, la particularité en fait, de la mesure de cette notion-là, c'est que à la fois une dimension, sinon un des groupes d'indicateurs qui est marqué là autour de l'empowerment en santé sexuelle peut être utilisé comme l'outcome final. À la fois, il peut être utilisé comme un indicateur qu'on va regarder aussi dans le temps pour voir comment est-ce que l'empowerment en santé sexuelle va évoluer ou comme une variable explicative, si on peut dire ça. Mais je souligne que en fait, ces différents éléments qui sont autour, en fait, sont pas cumulatifs. C'est-à-dire que il ne faut pas les avoir toutes pour parler d'empowerment, pour pouvoir évaluer l'empowerment en santé sexuelle. Il y a dans certaines études, il y a certaines études qui en avaient que deux ou trois en fonction de leurs données et qui s'en sont servies pour dire qu'elles évaluaient l'empowerment en santé sexuelle à partir de ces indicateurs-là. Donc, c'est un peu le constat qu'on a fait et c'est à partir de ça qu'on a proposé, en fait, réalisé ce schéma-là. Et une autre chose, c'était qu'on a remarqué que ces indicateurs servaient également pour construire des scores qui étaient mobilisés, sauf que très rares sont les études qui ont construit un score dit d'empowerment en santé sexuelle. On voit que sur les 29 articles, on n'avait que 3 scores d'empowerment en santé sexuelle. Et la particularité de ces 3 scores, c'est qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de, il n'y a pas de gold standard. C'est-à-dire chacun fait à sa sauce. Et donc, ça montre encore une certaine particularité dans cette notion qui se veut à la fois faire l'unanimité, mais dans laquelle on a du mal à construire cette unanimité-là. Donc, pas de gold standard pour évaluer l'empowerment en santé sexuelle. Du coup, à partir de ces constats-là, nous, on a essayé de mettre en place un processus d'évaluation de l'empowerment en santé sexuelle. Et là, je vais passer la parole à Andy. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Oui. D'accord. Oui. Donc, les enseignements de la Scoping Review, les résultats de la Scoping Review nous confirment l'existence d'une diversité d'indicateurs pour mesurer l'empowerment en santé sexuelle. Il montre également qu'il ne se dégage pas de mesures standards comme ce qui a été dit, ou même de manière standard de mesurer l'empowerment en santé sexuelle dans la plupart des études où on mobilise et où on évalue l'empowerment en santé sexuelle. L'importance du contexte dans lequel on mobilise ce concept et dans lequel on souhaite l'évaluer et pourquoi on souhaite l'évaluer est particulièrement souligné dans les résultats de cette revue de la littérature. En ce qui concerne Makassi, puisque l'objectif de l'intervention est de renforcer l'empowerment en santé sexuelle, nous avons souhaité pouvoir mesurer l'empowerment en termes de niveau. Et c'est pour ça qu'on a essayé de mettre en place un score, une échelle, de manière cohérente avec le contexte de l'intervention. Donc, ce qu'on a fait, c'est que nous sommes allés voir dans d'autres études des indicateurs qui peuvent être adaptés à l'intervention. En général, il s'agit d'études dans lesquelles on mobilise l'empowerment et où on pose des questions concernant l'empowerment et concernant les immigrés. Les indicateurs qu'on a choisis permettent de mesurer les aspects de ce concept en cohérence avec l'intervention. Les questions posées dans ces indicateurs sont assez homogènes en termes de formulation pour être posées ensemble et pour prétendre pouvoir faire partie d'une même échelle. De même, les réponses à ces questions ont été un peu standardisées en termes de niveau, c'est-à-dire que les personnes peuvent donner des réponses en 4 points qui varient, par exemple, de complètement en désaccord jusqu'à complètement d'accord. Donc, les réponses sont standardisées et on peut leur attribuer des points pour évaluer le niveau ensuite.
Certaines questions ont été reformulées pour être cohérentes avec l'intervention. Par exemple, on introduit des informations concernant la prévention du VIH et des ressources sociales. Il y a notamment une question où on demande aux personnes s'ils comprennent l'intérêt des dépistages VIH et des hépatites, alors que dans la question d'origine, c'était de comprendre l'intérêt des bilans de santé. Ensuite, ces questions ont été administrées pendant la phase pilote d'intervention pour pouvoir se rendre compte des aspects pratiques, c'est-à-dire pour voir s'il y a des questions qui ne marchent pas ou qui sont difficiles à poser par les intervenantes. À l'issue de cette phase de développement, nous avons identifié 4 groupes d'indicateurs qui se regroupent en 16 questions. Donc, un premier groupe d'indicateurs où on essaie d'évaluer la capacité de l'individu à s'exprimer sur des questions de sexualité avec son entourage, ainsi que la capacité à interagir avec des partenaires sexuels, notamment sur le fait de refuser des rapports sexuels qui peuvent être à risque. Un deuxième groupe d'indicateurs qui sert à évaluer si l'individu maîtrise les décisions qui affectent sa vie. Un troisième groupe d'indicateurs où on pose la question si l'individu est conscient de ses droits d'accès aux ressources sociales en France. Et on pose également des questions concernant la connaissance des traitements du VIH, notamment le fait de vivre normalement lorsqu'une personne séropositive suit bien son traitement, ou le fait que cette même personne ne transmet pas le virus lorsque le traitement est bien suivi et lorsque la charge virale est indétectable. Et enfin, il y a un dernier groupe d'indicateurs qu'on qualifie de littératie, c'est-à-dire on évalue comment l'individu mobilise les informations concernant l'accès aux soins et la prévention. Ça concerne l'aptitude à intégrer, à comprendre et utiliser une information, et on les a adaptés au contexte de l'intervention pour inclure des questions liées au VIH. Ensuite, ces indicateurs qui ont été identifiés ont été mobilisés lors de la phase, lors de l'intervention en général, ce qui nous a permis de collecter des données sur un plus grand nombre de personnes. Nous avons ensuite effectué une validation statistique de l'échelle pour vérifier si elle est effective sur un plus grand nombre de sujets. Notamment, nous avons analysé les réponses données à ces questions par 433 participants. Donc, la validation s'est faite en 4 étapes. Une première analyse des corrélations entre les indicateurs et les corrélations entre les groupes d'indicateurs et les corrélations entre les questions permettent de dire que les groupes d'indicateurs se comportent comme des sous-dimensions de l'empowerment car ils sont assez corrélés, ces groupes sont assez corrélés entre eux. Et de même, au niveau des questions, les questions provenant d'un même groupe d'indicateurs sont assez bien corrélées et restent quand même corrélées avec des questions issues d'autres groupes d'indicateurs. Donc, ce qui permet de dire que les questions sont cohérentes et que les groupes d'indicateurs se distinguent en termes de dimension. En particulier, sur le dernier groupe d'indicateurs de littératie, on distingue 2 types d'informations. Il s'agit des informations qui concernent plus les professionnels de santé, la capacité à identifier et comprendre les informations sur l'accès aux soins qui sont données par ces professionnels de santé d'un autre côté. Et de l'autre côté, il y a aussi une sous-dimension qui permet d'évaluer la capacité à comprendre et utiliser les messages de prévention. Les questions ont une bonne corrélation globale et sont donc assez homogènes pour être mises ensemble et pour être posées ensemble. Le score calculé à l'aide de cette échelle varie aussi logiquement avec les indicateurs sociaux et d'utilisation des ressources sociales. Ce résultat est non seulement cohérent avec les questions posées dans l'échelle, mais également avec le concept d'empowerment en santé sexuelle tel que mobilisé dans l'intervention Makassi. L'objectif étant entre autres de permettre aux participants de se saisir des outils et des dispositifs existants pour maîtriser leur santé sexuelle. Et enfin, les résultats ont été... ces analyses ont été refaites sur les données collectées 3 mois après. Et les analyses montrent qu'on a à peu près les mêmes propriétés. Donc, le score est assez stable dans le temps pour être réadministré. Les résultats de la Scopine Review montrent aussi que plusieurs aspects de l'empowerment sont utiles pour une évaluation de l'empowerment en santé sexuelle.
L'échelle, même si elle est nécessaire pour avoir un indice en termes de niveau, elle ne suffit pas et ne recoupe pas tous les aspects qui ont été montrés grâce à la revue de la littérature. Donc, la nature un peu complexe de l'empowerment et les différents aspects amènent à considérer d'autres indicateurs pour une meilleure compréhension de ce concept, notamment dans l'intervention. Donc, nous avons des indicateurs de santé mentale, de mise en œuvre de l'intervention, beaucoup d'indicateurs de contexte. Notamment, nous avons aussi des indicateurs sur le fait que l'individu se protège lors des rapports sexuels et comment ils perçoivent le risque d'infection à VIH. On a aussi d'autres indicateurs qui concernent l'utilisation des outils de prévention du VIH et la connaissance des services de santé sexuelle. Euh, ces indicateurs n'ont pas été introduits dans l'échelle, tout simplement parce que les questions liées à l'empowerment sont un peu prises en compte de manière différente que ceux introduits dans l'échelle. Et par ailleurs, leur formulation et la manière avec lesquelles ils ont été recueillis ne permettent pas de les introduire dans le score. Donc, en résumé, nos analyses nous amènent à mesurer l'empowerment en termes de niveau, mais également en relation avec d'autres indicateurs en complément qui, nous l'espérons, permettront de mieux comprendre les apports de l'intervention en termes d'empowerment. Et même si l'échelle développée ne suffit pas à se saisir de l'empowerment en santé sexuelle dans toute sa complexité, d'autres indicateurs sont disponibles en complément pour compléter les différentes dimensions de l'empowerment identifiées dans la Scopine Review. Et ces indicateurs se complètent et nous aideront à saisir un peu la complexité de ce concept mobilisé en tant que résultat de l'intervention. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, pour conclure, on peut dire que les résultats de la revue de la littérature nous a quand même permis de dégager une définition qui donne une orientation concrète par rapport à ce que l'on souhaite mesurer et évaluer, et nous rendre compte qu'il y a plusieurs manières de mesurer, plusieurs types d'indicateurs. La prise en compte des enjeux identifiés nous ont permis de développer une échelle qui est adaptée à l'intervention et qui aidera à évaluer les résultats, en complément avec d'autres indicateurs qui seront utilisés dans nos prochaines analyses. En ce qui concerne l'évaluation de l'empowerment en santé sexuelle chez les immigrés, on peut dire que l'utilisation d'indicateurs spécifiques à la migration est nécessaire. Dans le cadre de Makassi, par exemple, nous avons des indicateurs comme l'accès à un titre de séjour. Ceci amène aussi à dire que la prise en compte du contexte est impératif. Et même en l'absence de gold standard, il est quand même possible d'avoir une mesure de l'empowerment en santé sexuelle qui sera au moins adaptée à une intervention à partir du moment où on tient vraiment compte des différents enjeux sur la mesure, en fait. On se rend compte quand même que l'intervention ne permettra pas de lever certains freins qui sont beaucoup plus structurels, mais qui ont un impact sur la capacité d'agir des participants. On note par exemple les titres de séjour, l'accès à un logement. De même, les relations entre l'empowerment et le genre sont assez difficiles à prendre en compte dans l'intervention. En fait, beaucoup d'études abordent l'empowerment en santé sexuelle, portent sur des femmes. En ce qui concerne Makassi, nous avons très peu de femmes parmi les participants et on aborde très peu cette question des normes de genre. Donc, on vous réitère notre remerciement pour nous avoir permis de présenter ces travaux ici. Et, vous voyez sur cette diapo les membres du projet Makassi. Nous vous remercions pour votre écoute. Merci, merci beaucoup pour cette intervention passionnante et qui respecte absolument parfaitement le temps. Donc, si vous voulez, on peut peut-être prendre quelques questions, d'autant plus si vous ne pouvez pas rester jusqu'à la fin de la matinée, c'est vraiment le moment d'intervenir pour celles et ceux qui le souhaitent autour de ce très beau projet.
Donc, je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la parole. Allez-y, parce que comme je ne vois que des écrans noirs, donc si vous voulez intervenir, soit vous activez la petite main, soit vous pouvez prendre la parole comme vous voulez. Du coup, moi, je veux bien. Voilà. Sandrine Nuret, bonjour. Merci beaucoup pour cette présentation vraiment très, très intéressante. Je me demandais, alors moi, je débarque dans ces notions, mais quelle est la différence entre l'empowerment et la théorie sociale cognitive? Est-ce que l'empowerment inclut la théorie sociale cognitive? Est-ce que ce sont des choses différentes? Enfin voilà, j'aimerais mieux comprendre finalement le lien entre l'une et l'autre, s'il y en a. Merci beaucoup. On prend toutes les questions ou on répond au fil de l'eau? S'il y a d'autres questions, on peut peut-être les prendre tout de suite. Oui, Lorraine, juste le micro, Oui, merci. Oui, j'avais une question un peu plus concrète sur la façon, dans l'intervention, la façon dont vous avez de recruter les personnes. Quand les personnes montent sur le van, sur le camion, qu'est-ce qui est l'accroche, quoi? Est-ce que c'est pour des distributions de préservatifs, par exemple, ou alors est-ce que c'est explicitement pour faire des tests VIH? Et ensuite, comment... Parce que bon, j'imagine que ça peut être un petit peu difficile de demander aux gens de faire un entretien motivationnel ou de parler d'empowerment. C'est pas forcément ce dans quoi les gens ont envie d'entrer spontanément. Donc, je me demande comment est-ce que ça s'est amené et comment les gens acceptent de participer. Vous voyez, ce genre de lien entre les différentes étapes. Est-ce qu'il y a une troisième peut-être question? Moi, je peux peut-être en poser une. Alors, sur peut-être la première partie de votre intervention, alors une proposition d'abord. Je ne sais pas si vous avez intégré dans votre analyse systématique de la littérature l'expérience de Tostan au Sénégal sur justement ces interventions explicitement d'empowerment en santé sexuelle et qui bénéficient d'un recul historique assez ancien maintenant, parce que c'est un programme qui existe depuis sans doute une vingtaine d'années. Donc, je ne sais pas si ça fait partie des expériences que vous avez intégrées dans vos analyses. Et puis, il y a une question peut-être plus théorique. Alors, je trouve ça extrêmement intéressant, ces approches de tenter de quantifier la question de l'empowerment à travers des scores, des échelles, etc. Mais moi, il y a une question irrésolue pour moi. Je ne sais pas si vous pouvez m'aider à avancer sur cette idée. C'est que, par définition, la notion de score, telle qu'elle est construite et telle que vous l'avez présentée là, c'est une notion qui est très individuelle. C'est-à-dire que on va mesurer l'empowerment d'une personne à un moment donné. Et est-ce que fondamentalement, la difficulté ne réside pas dans le fait que, et vous l'avez très bien montré en faisant un peu l'archéologie de la notion d'empowerment dans votre introduction, Karna, qui est qu'en fait, il y a quand même une dimension collective très forte dans la notion d'empowerment. C'est l'empowerment d'une communauté, d'une réappropriation
collective de lutte contre différentes formes de discrimination, d'exclusion, etc. Et donc, comment on fait migrer cette notion de la dimension fondamentalement collective à une mesure finalement fondamentalement individuelle. Il y a un nœud là qui me paraît intéressant compliqué et intéressant à investiguer. Je ne sais pas, peut-être que voilà, je pourrais déjà répondre à ces trois questions. Andy, je commence ou... Oui, vas-y, commence. Ok. Du coup, merci beaucoup pour toutes vos questions. Alors, la première question sur la différence entre l'empowerment et la théorie sociale cognitive. Alors, personnellement, j'avoue que la théorie sociale cognitive, je ne la connais pas très bien. Cependant, j'avais vu un article dans lequel ils avaient essayé de montrer un peu la différence entre l'empowerment et certaines théories qui étaient utilisées en psychologie notamment. Et l'idée était que l'empowerment a quand même la particularité d'aller au-delà de ce qui est classiquement fait dans les autres théories qui se concentrent uniquement sur l'individu sans forcément prendre en compte ses interactions avec les autres et dans un contexte assez particulier. Donc, sur cette base-là, on peut peut-être se différencier en tout cas de la théorie sociale cognitive par le fait que ça prend en compte à la fois l'individu, mais aussi le contexte et tout ce qui est interaction sociale, sans se limiter uniquement à ses compétences psychologiques comme on a pu le voir. À la fois, il y a les compétences psychologiques, mais il y a aussi toute la dimension du contexte, du pouvoir avec les autres personnes. En fait, c'est une piste que je peux bien explorer, mais pour le moment, j'avoue que sur la théorie sociale cognitive, je n'ai pas grand-chose. Peut-être qu'Andy pourra compléter. En fait, j'essaie d'aller dans l'ordre en même temps. Sur le recrutement des participants, sur la question de Lorraine, alors, ce qui accroche, en fait, je pense qu'on ne saura pas dire clairement, concrètement, ce qui accroche, parce qu'il y a plusieurs choses, en fait. C'est que, à la fois sur le camion, les gens ont la possibilité de faire le test de dépistage qui est gratuit et donc qui fait que certaines personnes arrivent et elles veulent faire le test. Mais il y a également des personnes qui arrivent et qui nous disent soit qu'elles ont fait le test il n'y a pas longtemps, ou soit qu'elles ne sont pas intéressées par le test à l'instant T, mais qui sont intéressées pour prendre des préservatifs, qui veulent prendre des flyers, qui ont besoin d'informations. Et donc, tout ça, c'est un ensemble, en fait, qui fait que les personnes participent, en fait, sur le camion. Et ce qui aussi, il faut pas oublier, c'est qu'il y a des personnes qui soit font le test et prennent des préservatifs, mais refusent de participer à Makassi, soit parce qu'elles n'ont pas eu le temps, ou soit pour d'autres raisons. Donc, il y a quand même un élément aussi qu'on ne peut pas forcément déterminer, mais nous, on part du principe que les personnes qui participent sont celles qui sont dans le besoin, celles chez qui Makassi répond à un certain besoin, notamment en termes d'accompagnement. Donc, au-delà de ce qui est distribué sur le camion, ce qui, pour nous, est l'élément accrocheur, c'est le fait de pouvoir voir une intervenante sociale, de pouvoir parler de ces difficultés-là. Déjà, le simple fait d'avoir une écoute attentive auprès de quelqu'un, de pouvoir discuter de ses problèmes, ça, c'est un élément qui est accrocheur. Aussi, le fait de pouvoir être orienté dans un système qu'on connaît moins ou dans lequel on a du mal à s'orienter, c'est également des ficelles qui permettent de motiver les participants. Donc, au-delà même de ce qui est test et préservatif, donc spécifique au VIH. Et je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions de Lorraine, mais il me semble que ce sont les deux qui avaient été posées. Et en ce qui concerne l'expérience de Thomson au Sénégal, en fait, au Sénégal, les études en tout cas que moi j'ai pu voir, c'était
il y avait pas mal d'évaluations qualitatives. Du coup, on les a pas pris en compte dans la scoping review, mais effectivement, il en existe au Sénégal assez intéressantes, mais celles qui n'étaient pas évaluées de manière quantitative n'ont pas été prises en compte dans ce travail-là. Donc, on a pris que les études qui avaient proposé des évaluations quantitatives, donc pas celles-là, il me semble. Et en ce qui concerne le score, alors c'est une question tout à fait intéressante et très, très juste d'ailleurs, parce que c'est aussi ce qui nous a amené à tout ce travail-là, de comment est-ce qu'on va passer de l'empowerment. Et quand on regarde l'historique et la manière dont ça a été théorisé dès le début, de quelque chose de collectif à quelque chose d'individuel. Mais en fait, le constat d'abord, c'est que toutes les études qui se proposent d'évaluer l'empowerment en santé sexuelle, que ce soit des interventions qu'elles disent d'empowerment individuel ou collectif, elles arrivent toujours au même niveau, c'est qu'elles évaluent un empowerment qui est individuel à partir d'informations qui sont prises sur des individus spécifiquement. Et le fait en fait, la difficulté justement de passer de l'individuel au collectif est vraiment quelque chose qui est souligné dans les différents travaux. Mais en même temps, le truc, c'est qu'il est difficile d'évaluer l'empowerment en santé sexuelle au niveau collectif pour une chose qui est assez fondamentale, c'est que, à la différence de ce qu'on peut appeler l'empowerment de façon générale, l'empowerment individuel en santé sexuelle est quelque chose qui concerne la sphère de l'intimité et il y a des travaux, par exemple, en Afrique subsaharienne qui ont pointé du doigt le fait que c'est plus facile de parler d'empowerment quand on est dans le milieu de la société, mais quand on rentre dans la sphère de l'intimité et que la relation se joue entre un homme et une femme, automatiquement, la dynamique, elle n'est plus la même. Et donc, lorsque cette dynamique, elle n'est plus la même, en fait, l'empowerment collectif ne joue plus, mais c'est un empowerment individuel qui va s'exprimer dans cette interrelation-là. Et donc, du coup, en tout cas, nous, on essaie d'avoir un ensemble d'informations qui va concerner spécifiquement les individus et de pouvoir de pouvoir en faire des scores pour évaluer. Mais en même temps, ces scores-là, comme tu l'as souligné, peuvent être à un moment donné élevés et puis à un moment donné pas élevés, quoi. Donc, Andy, je pense que si tu as des éléments pour compléter ce que... Oui. Donc, la première question, ça concernait la théorie sociale cognitive. Sur les fondements théoriques, je ne suis pas non plus un spécialiste de cette théorie-là. Par contre, en termes de mesures, j'ai pu voir qu'il y a quand même des notions qui se recoupent et qu'on retrouve notamment dans certaines échelles. Par exemple, les questions d'efficacité personnelle sont très utilisées pour évaluer en partie l'empowerment et qui sont introduites dans ce type d'échelle. Sur la deuxième question, vraiment pratique sur comme l'approche interventionnelle sur le terrain, je pense que Karna a déjà très bien répondu. Pareil pour l'expérience de Tostan. Maintenant, pour évaluer l'empowerment collectif à partir d'une échelle, je pense que c'est très difficile. Comme vous l'avez souligné tout à l'heure, ce sont des questions qui sont vraiment au niveau individuel. Et d'ailleurs, l'empowerment qu'on mobilise dans nos analyses actuellement, c'est de l'empowerment au niveau individuel. Par contre, il y a des travaux où ils essaient de mettre en place une mesure collective, mais ça reste compliqué parce qu'ils posent quand même des questions à un individu pour savoir quel type de réseau il mobilise ou avec quel type de personnes ils sont en relation pour résoudre certains problèmes. Mais là, je pense que la difficulté, c'est d'identifier la communauté. Comment on définit une communauté dans ce cas, parce qu'on ne sait pas dans quelle communauté est-ce que l'individu est allé chercher. Donc, il y a quand même beaucoup de choses qui se recoupent. Et en général, sur les évaluations d'efficacité collective, où on arrive vraiment à identifier des communautés dans les études, il s'agit d'analyses qualitatives avec des focus group. On ne le mesure pas souvent en termes de niveau, en fait. Peut-être dans l'analyse de réseau qui pourrait aussi avoir des choses intéressantes à agréger dans
dans ces études. Bon, merci beaucoup pour vos réponses. Le temps étant compté, n'est-ce pas? Et je suis censée être le maître du temps. Voilà, donc déjà là, c'est pas bon du tout. OK. Je vous remercie vraiment pour cette présentation. Et puis, oui, donc je vous ai mis le lien vers Tostan, parce que je pense qu'il y a quand même des études d'évaluation qui ont été faites sur des programmes quantitatifs par cette association. Mais bref, donc si vous voulez bien, on va passer tout de suite la parole à Lorraine Poncet et Françoise Rioux, qui vont nous présenter les résultats des interventions de santé qui ont été menées dans le cadre du projet des Saphirs. Alors, je fais un partage d'écran. Yep. Est-ce que c'est bon pour le partage d'écran? Oui, pour moi, c'est bon. Je pense. Okay. Alors, bonjour à tous. On va vous parler ici des interventions qu'on a mises en place dans le cadre du projet de recherche des Saphirs. C'est un projet qu'on a déjà présenté ici l'année dernière dans le cadre de ces séminaires. Donc, je vais présenter un peu le projet de recherche et ensuite, je passerai la parole à Françoise Rioux qui nous présentera l'évaluation des interventions. Donc, comme c'est un projet dont on a déjà parlé, je vais passer un peu rapidement sur la présentation. Donc, c'est un projet qui a été réalisé de 2016 à 2019 par le Centre de recherche de l'Institut de démographie de l'Université Paris 1 et par l'Observatoire du SAMU social de Paris. Donc, des Saphirs, ça veut dire droit et santé des femmes hébergées, isolées et réfugiées. Donc, c'est un projet qui a concerné les femmes migrantes sans logement hébergées à l'hôtel par le SAMU social de Paris en Île-de-France. Donc, les femmes migrantes dont on parle ici, ce sont des femmes qui sont hébergées en famille, c'est-à-dire au moins avec un enfant, le plus souvent, dans des hôtels qui sont répartis un peu partout en Île-de-France. Et ça concernait, en 2016, ça concernait à peu près 18 000 familles hébergées uniquement en hôtel, donc dans cette option d'hébergement d'urgence, qui était répartie dans toute l'Île-de-France, dans à peu près 600 hôtels d'Île-de-France. Donc, c'est une option, l'hébergement à l'hôtel, c'est une option d'hébergement d'urgence qui est, disons, la plus mal dotée en termes de suivi social. Donc, il y a très peu de suivi social. Et c'est aussi une option où les hôtels sont plutôt mal ou pas desservis par les transports en commun. Donc et c'est aussi une option qui est caractérisée par une grande instabilité de l'hébergement, où on est amené à changer l'hôtel relativement fréquemment. Donc c'est un mode d'hébergement qui met les personnes face à une grande instabilité résidentielle. Et par ailleurs, ce sont des personnes qui connaissent une précarité importante en termes administratifs, c'est-à-dire vis-à-vis du droit au séjour, et une grande précarité économique. Donc, ce projet de recherche avait plusieurs objectifs. Donc, on observait, l'objectif était d'analyser la santé sexuelle et reproductive, mais aussi les parcours migratoires et les expériences de violence. Donc, on avait trois objectifs spécifiques qui étaient d'identifier les risques de santé spécifiques rencontrés par les femmes migrantes en situation de vulnérabilité, analyser les freins dans l'accès à la santé, aux protections sociales et légales, et donc de concevoir et tester et évaluer des interventions de santé pilotes qui visaient à faciliter ou à améliorer le recours aux soins. Donc, dans un premier temps, on a mis en place une enquête quantitative et ensuite une enquête qualitative auprès de femmes migrantes hébergées à l'hôtel. Donc, cette enquête a eu lieu dans 3 zones en Île-de-France, donc en Seine-Saint-Denis, dans l'Essonne et en Seine-et-Marne.
et elle a eu lieu dans 15 hôtels. Donc, dans l'enquête quantitative, on a interrogé 474 personnes, femmes, nées à l'étranger. Et ensuite, après cette enquête quantitative, 29 des répondantes qui ont accepté de participer davantage ont été interrogées dans une enquête qualitative par entretien. Donc, on avait une équipe d'enquêtrices multilingues. Donc, le questionnaire a pu être administré en 10 langues. Après ça, on a aussi, dans le même temps, on a aussi mené une enquête qualitative auprès de professionnels de santé des zones concernées. Donc, à la suite de cette première enquête quantitative, on a mis en place 3 interventions donc, qui avaient toutes comme but d'améliorer l'accès aux services de soins et de santé sexuelle. Donc, ces interventions, elles ont été construites sur le principe de l'outreach ou de l'aller vers. Dans ce cadre-là, on prend acte des difficultés d'accès à un service par un public spécifique et on décide d'aller à la rencontre du public sans attendre qu'il recourt lui-même au service. Donc, on a mis en place 2 interventions d'aller vers. La première intervention était un accompagnement individuel où des médiatrices de santé étaient présentes dans un hôtel pendant 6 semaines et elles menaient des entretiens individuels avec les femmes intéressées. Et elles faisaient des orientations, des prises de rendez-vous et parfois des accompagnements quand il y avait une demande en ce sens. Donc, ce sont des médiatrices de santé qui ont été recrutées et formées par l'Observatoire du SAMU social. On avait une autre intervention qui était un accompagnement collectif, où là, ce sont des groupes de parole qui ont été organisés à l'intérieur d'un hôtel et menés par des animatrices du mouvement français pour le planning familial. Donc, ça a aussi eu lieu pendant 6 semaines, selon un protocole concerté, et ça incluait une invitation en porte-à-porte et aussi ça permettait un accueil des jeunes enfants pour améliorer la participation. Enfin, c'est ce qu'on pourrait appeler l'intervention témoin, si on veut, c'est la distribution d'un livret d'information qu'on voit ici sur la diapositive, qui présentait les services disponibles dans le secteur de l'hôtel. Donc, il était rédigé en français, mais il était aussi accompagné de pas mal de pictogrammes qui expliquaient ce dont il s'agissait et aussi des informations sur l'itinéraire, comment se rendre dans les services. Donc, l'intervention a eu lieu, donc, comme je disais, dans 3 zones. Donc, vous pouvez voir ici avec les étoiles, les lieux des hôtels en Seine-Saint-Denis, en Essonne et en Seine-et-Marne. Dans chaque zone, on a eu au moins 3 hôtels enquêtés, parfois plus. Et dans chaque zone, on a eu un hôtel où des médiatrices de santé sont intervenues dans un hôtel. Donc, on a eu l'accompagnement individuel. Dans chaque zone, il y a aussi eu un hôtel qui a été dédié au groupe de parole. Et l'intervention témoin, c'est-à-dire le livret, a été distribué à l'ensemble des participantes dans tous les hôtels. Donc maintenant, je vais passer la parole à Françoise Rioux pour nous parler de l'évaluation des interventions. Merci Lorraine. Donc, concernant l'évaluation de ces interventions, je vais vous présenter seulement les principes, les méthodes et les outils d'évaluation, parce que je n'aurai pas le temps d'aller dans le détail des résultats. Donc, je vais vous présenter d'abord le design général de l'étude, puis le suivi du déroulement effectif des interventions et le recueil du point de vue des intervenantes, la mesure des taux de participation à celle-ci, le recueil des appréciations portées par les participantes sur les interventions, la définition et la mesure des effets des interventions, et enfin les contraintes et les limites des choix qui ont été faits. Donc, nous avons choisi d'utiliser une méthode prospective avec un suivi de cohorte et comparative, donc avec des groupes témoins, et de combiner des approches qualitatives et quantitatives, de combiner aussi l'analyse des modalités des interventions et la mesure de la participation et des effets, et enfin de prendre en compte les points de vue des intervenantes comme des utilisatrices.
Nous avons constitué une cohorte donc, de 469 femmes et toutes se sont vues remettre un livret d'informations par les enquêtrices. Certaines femmes se sont vues proposer de participer pendant 6 semaines aux 2 types d'interventions qu'a présenté Lorraine. Et des interventions ont été recueillies en parallèle et aussi peu après la fin des interventions par les personnes en charge des groupes de parole et des accompagnements individuels et auprès d'elles. Contrairement à ce qu'on avait prévu au départ, le choix des lieux d'intervention ne s'est pas fait totalement au hasard parce que l'organisation des groupes de parole nécessitait la disponibilité d'une salle de réunion dans ou tout près de l'hôtel. Enfin, 8 à 10 mois après l'inclusion, 283 de ces femmes ont pu être revues, soit 60% de l'effectif initial. Les questionnaires détaillés ont été passés à l'inclusion et lors du suivi. Et des entretiens approfondis ont aussi été menés auprès d'une trentaine de femmes au début et en fin d'études. Les entretiens qui ont été passés en fin d'études n'ont concerné que des femmes ayant dit avoir participé aux interventions et ont été centrés sur leur perception de ces interventions. Donc ainsi, l'analyse des modalités d'intervention et du point de vue des intervenantes a été permise par les outils de suivi et les débriefings avec les intervenantes, tandis que la mesure de la participation, des effets des interventions et l'analyse du point de vue des femmes ont pu l'être à partir des questionnaires et des entretiens. Nous avons choisi de ne pas faire d'observation directe des intervenantes pour ne pas créer d'interférence et nous n'avons pas inclus non plus dans les 2 questionnaires de questions sur les connaissances pour éviter de mettre les femmes mal à l'aise et éviter de leur donner l'impression de passer un examen. Enfin, le délai entre l'inclusion et le suivi a été plus long que ce qu'on avait prévu au départ pour des raisons de logistique. Je vous donne les principales références qui nous ont guidés dans nos choix de méthode. Et je vous présente à titre d'exemple quelques-uns des outils de recueil d'informations qui ont été utilisés. Donc, pour le suivi des interventions, vous voyez ici la fiche de suivi remplie en fin de séance par l'animatrice du groupe de parole. Et ici, un extrait du dossier de suivi individuel rempli pour chaque femme rencontrée par les médiatrices de santé. Donc ici, il s'agit d'une feuille qui concerne la première rencontre. Il faut souligner l'importance de ce suivi des modalités d'intervention. Donc ce suivi a ainsi permis de repérer des écarts entre les principes de départ et la réalisation pratique, notamment en ce qui concerne le manque d'expérience professionnelle en médiation de santé. Donc, on a eu des gros problèmes de recrutement des médiatrices et du coup, la formation a été un petit peu sous-dimensionnée par rapport au profil des personnes recrutées. Ça a permis aussi de repérer la réduction de durée de certaines interventions, notamment en raison de difficultés d'information sur la tenue des séances collectives dans un des hôtels, ce qui a conduit à l'interruption au bout de 3 séances au lieu de 6, faute de participants. Il a aussi permis de repérer des éléments de contexte qui ont pu interférer, comme un épisode de canicule ou encore la période de Ramadan. Quant au débriefing avec les intervenantes, ils ont permis de comprendre les raisons de certains des écarts constatés et de souligner les éléments clés pour une reproduction des interventions mieux réussies. Concernant la mesure des taux de participation et le recueil des raisons de non-participation, le questionnaire de suivi comportait les questions suivantes. À toutes les femmes revues, des questions sur la réception et l'utilisation du livret d'information. Aux 79 femmes revues hébergées dans les hôtels où étaient organisés des groupes de parole, des questions sur leur invitation à ces groupes, leur participation et les raisons de non-participation. Et aux 59 femmes revues hébergées dans les hôtels où intervenaient des médiatrices de santé, des questions sur la rencontre de ces personnes et sur les raisons de non-rencontre. Je précise ici les chiffres de participation, car la faiblesse de certains effectifs est devenue une contrainte pour la mesure de l'appréciation et des effets des interventions. Le questionnaire de suivi comportait également des questions de formulation la plus neutre possible sur l'utilité perçue et l'appréciation de ces interventions. Voici un aperçu de ces questions pour les livrets d'information, pour les groupes de parole
Et enfin, pour les accompagnements individuels. Donc, venons-en à la mesure des effets des interventions. Donc, celle-ci s'est appuyée sur la recherche d'un lien statistique entre la participation aux interventions et les résultats à profil de femmes identiques au moyen de régression logistique. Je vais préciser ces 3 points: quel type de participation, quels indicateurs de résultats et quelles variables d'ajustement ont été considérées, et puis en indiquer les limites. Donc, 282 femmes ont été revues et ont pu être classées selon leur participation aux interventions en fonction de leur participation théorique, c'est-à-dire de leur exposition aux interventions du fait de leur hébergement dans un hôtel où avait lieu tel ou tel type d'intervention, ou en fonction de leur participation déclarée, c'est-à-dire selon leur réponse aux questions posées lors du suivi, sur la participation au groupe de parole et la rencontre avec les médiatrices, mais aussi sur la lecture du livret. Dans la première classification, la participation théorique, le livret distribué à toutes n'est pas considéré comme un type d'intervention et les femmes sont ainsi classées en 3 groupes, dont un groupe témoin. Dans la deuxième classification, la lecture ou non du livret peut s'associer ou non à la participation aux 2 autres types d'intervention. Les femmes auraient ainsi pu être classées en 6 groupes. En pratique, nous en avons distingué 4. Le groupe témoin qui inclut toutes celles qui n'ont rien fait. Le groupe de celles qui n'ont ni participé à un groupe de parole, ni rencontré une médiatrice, mais ont lu le livret. Le groupe des femmes qui ont participé au groupe de parole, qu'elles aient ou non lu le livret. Et celui des femmes qui ont rencontré les médiatrices, qu'elles aient ou non lu le livret. Compte tenu de la faible participation au groupe de parole et du fait que la non-participation à ces groupes semblait liée au manque d'information ou à l'indisponibilité plutôt qu'à un vrai choix, c'est cette deuxième classification qui a été retenue pour les analyses statistiques. Avant de présenter les indicateurs de résultats envisagés puis retenus, il faut rappeler les principaux risques identifiés concernant la santé sexuelle et reproductive à partir des questionnaires passés lors de l'inclusion. Des violences et le faible accès à des soutiens spécifiques, un accès aux soins insuffisant pouvant entraîner des non-dépistages sur les questions de frottis et d'infections sexuellement transmissibles, et un suivi de grossesse moindre par rapport aux recommandations, parfois compliqué par des changements d'hôtel, et l'absence ou l'insuffisance de protection par rapport à une grossesse non désirée. Rappelons aussi que ces risques ne concernent qu'une partie des femmes interrogées. Les données recueillies lors du suivi permettaient de définir les indicateurs de résultats suivants en lien avec la santé sexuelle et reproductive. Pendant les 8 à 10 mois de suivi, avoir consulté pour motif gynécologique, quel que soit le professionnel consulté, eu un dépistage d'infections sexuellement transmissibles, eu un frottis de col utérin, modifié sa pratique contraceptive, eu recours à une aide extérieure pour des violences. Mais la construction de ces indicateurs supposait de travailler sur des sous-groupes, car il fallait pour les consultations exclure les femmes enceintes, car les consultations pour grossesse avaient été diversement notées. Pour les frottis, exclure celles qui n'en avaient pas besoin, c'est-à-dire qu'il y avait eu un frottis dans les 3 années précédentes où il n'était pas dans la tranche d'âge recommandée pour ce dépistage. Pour les changements de pratique contraceptive, il fallait prendre en compte la pratique initiale et l'évolution des besoins, que ce soit absence de rapport sexuel ou grossesse en cours ou autre motif. Pour le recours en cas de violence, exclure celles qui n'en avaient pas subi. Ces contraintes nous ont amenés à écarter ces 2 derniers indicateurs, les calculs étant trop complexes ou les effectifs insuffisants pour faire des analyses statistiques. Un indicateur supplémentaire a été étudié, bien qu'étant en partie hors champ santé sexuelle et reproductive. C'était le fait d'avoir, pendant cette période 8 à 10 mois de suivi, consulté au moins une fois, quel qu'en soit le motif. Et là aussi, on avait exclu les femmes enceintes. Donc, au total, 4 indicateurs de résultats ont pu être étudiés, dont 3 en lien avec la santé sexuelle et reproductive.
Les profils des femmes différaient selon leur participation à tel ou tel type d'intervention et nous avons donc tenu compte de ces différences dans les analyses. 4 caractéristiques ont été systématiquement prises en compte: l'âge, l'état de santé physique perçu, l'existence d'une couverture maladie de base et le fait d'avoir déjà accouché en France. Pour 10 autres caractéristiques, nous avons recherché un lien statistique avec chaque indicateur de résultat. Et quand un tel lien était probable, ces variables ont été prises en compte dans les analyses. C'était le cas, par exemple, pour la durée de présence en France, la région d'origine, donc le pays d'origine, la maîtrise du français ou le niveau d'études. Pour finir, il faut souligner les contraintes et les limites de cette méthode. Outre l'abandon déjà signalé de 2 des indicateurs de résultats envisagés, faute d'effectifs suffisants, dans tous les cas, les données disponibles ne concernent que 6 femmes incluses sur 10, et ce taux varie selon le département d'hébergement et le pays d'origine. Il ne varie cependant pas selon le type d'intervention quand on considère l'ensemble des départements d'hébergement. Le fait d'utiliser la variable participation déclarée plutôt que participation théorique introduit logiquement un biais de participation. On a vu qu'il était très faible pour les groupes de parole et pour les accompagnements individuels, mais il est sans doute non négligeable pour la lecture du livret, les femmes qui souhaitaient consulter étant plus enclines à utiliser le livret. D'autres éléments n'ont pu être que partiellement contrôlés dans les analyses multivariées, comme les fréquents changements intervenus entre l'inclusion et le suivi, changements dans la situation financière, administrative, conjugale, le type et le lieu d'hébergement, la santé perçue, la survenue aussi de grossesse ou de nouvelles violences. Pour les consultations, l'absence de possibilité de garde d'enfants, pour le dépistage d'infections sexuellement transmissibles, l'exposition elle-même au risque. Voilà, je vous remercie de votre attention et donc nous allons essayer de répondre à vos questions. Ben, merci beaucoup Françoise et Lorraine. Et j'ouvre la parole à qui veut la prendre. Oui, Maria. Oui, bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. Moi, j'ai une question un peu générale, en fait. Vous avez beaucoup parlé des difficultés ou des obstacles à mettre en place ce type d'études qui est bien sûr super original et dans la vraie vie, quoi. Donc, on voit bien évidemment toutes les difficultés, que ce soit parce que les femmes ne sont pas disponibles ou il y a des contingences ou elles déménagent. Enfin bon, bref, voilà, tout ça, c'est très, très intéressant et vraiment très, très important. Mais je voulais savoir si vous avez aussi... comment le projet, en fait, a été perçu plutôt par les intervenants. Alors, les hôtels ne sont pas forcément des centres d'accompagnement social, les hôtels où sont hébergées ces femmes, mais est-ce que... je ne sais pas, au sein du SAMU social ou parmi les hôteliers, vous avez eu aussi affaire à des barrières ou à des difficultés particulières dans la mise en place de ce projet? Alors, je vais répondre sur les interventions par les médiatrices de santé, puis peut-être que Lorraine complétera pour les groupes de parole qu'elle a suivis de plus près. Sur les médiatrices de santé, donc j'ai dit, on a eu des problèmes de recrutement. Et ensuite, on avait un lien assez direct avec une personne du pôle réservation hôtelière du SAMU social de santé, qui est une psychologue et qui était en charge d'une équipe qui intervenait par ailleurs dans le cadre du bus espace parents-enfants qui était organisé par le SAMU social à l'époque. Donc, qui a participé au débriefing, qui a fait le lien à chaque fois que les médiatrices avaient un problème, un souci ou qu'elles voulaient signaler quelque chose, elles avaient accès direct à cette personne-là. Concernant les hôteliers, tous les hôteliers ont été contactés par courrier
pour les prévenir de la réalisation de l'enquête et de la réalisation des interventions. Donc, ils ont été en général assez favorables et plutôt facilitants. Pardon, et peut-être juste une question pour faire suite. Du coup, est-ce que c'est des interventions que vous avez maintenant, enfin, qui ont pu être intégrées dans la pratique en routine du SAMU social ou Alors, quelles sont les implications? Les résultats ont été présentés en interne au SAMU social et on a eu notamment une réunion avec les personnes qui sont en charge du dossier Mieux vivre à l'hôtel du pôle réservation hôtelière. Donc, certaines choses avaient déjà été mises en place en parallèle et dans la suite directe de ce projet. Actuellement, je ne suis plus au SAMU social, donc je ne pourrais pas vous dire où ça en est exactement. Ben, peut-être, du coup, moi, je peux peut-être apporter quelques éléments de précision. Alors, effectivement, le pôle du SAMU social Mieux vivre à l'hôtel continue à investiguer un peu autour de l'opportunité de poursuivre ce type d'intervention. Donc, il y a une nouvelle recherche, plus recherche-action cette fois que recherche interventionnelle qui est en cours. Mais ça reste un dispositif les interventions qu'on avait mis en place étaient basées sur l'idée aussi de faire intervenir des acteurs qui soient extérieurs au SAMU social, ce qui, quand on s'intéresse aux questions de santé sexuelle et reproductive, est une question qu'il est important de se poser et qui continue à être posée actuellement au SAMU. Est-ce que c'est l'hébergeur qui doit prendre en charge la santé sexuelle de ses hébergés? C'est une question très compliquée et où au-delà de la faisabilité et de l'efficacité de ce type de dispositif se posent aussi des questions plus éthiques et déontologiques sur, voilà, sur le cumul de compétences dans une seule instance. Mais ouais, voilà. Pardon, mais si je peux me permettre, mais du coup, j'imagine que si l'idée est de faire intervenir des personnes extérieures, ça pose aussi une question du coût et de qui paye pour ce type d'intervention. Et est-ce que vous avez aussi réfléchi dans le cadre de cette recherche à ce type de questions? Dans le cadre de la recherche, on avait un financement assez conséquent pour mener les interventions. Après, il faut voir qu'il y a peut-être plus de 10 000 familles qui sont hébergées dans des hôtels. Donc, mettre en place, généraliser la chose, c'est un petit peu compliqué. Il me semble que le SAMU social avait essayé de se concentrer sur les femmes qui étaient arrivées en France depuis peu, ou en tout cas qui étaient hébergées depuis peu dans un hôtel social, et envisager de mettre en place ce type d'intervention dans des hôtels qui étaient dits des hôtels SAS, où étaient censées passer les femmes qui arrivaient de nouveau dans le dispositif. Ensuite, je pense que ce qui a aussi été fortement mis en avant, c'est que les livrets d'informations qui étaient distribués aux femmes étaient, nous, on considérait que ce n'était pas forcément une intervention très pertinente. Il s'est avéré qu'ils ont montré quand même une utilité, mais bien sûr pour des femmes qui étaient depuis peu arrivées dans cet hôtel, dans cet environnement. Donc, ça suppose de mettre en place des livrets d'informations dans chaque hôtel et aussi de les tenir à jour, ce qui n'est pas une mince affaire. Je voudrais que Lorraine complète sur les groupes de parole. Oui. Interroger aussi sur les intervenants. On ne t'entend pas très bien, Lorraine. Oui, alors sur les groupes de parole, je vais revenir sur les intervenantes.
c'est vrai que ça a été assez décisif, la façon dont les intervenantes se sont appropriées l'activité. Donc pour les groupes de parole, c'était les intervenants du mouvement français pour le planning familial. Et donc pour elles, donc elles ont l'habitude de mettre en place des groupes de parole sur ce genre de sujet, mais elles ont moins l'habitude que ce soit une démarche d'aller vers. Et pour l'un des groupes, donc on avait 3 équipes pour les 3 différents départements. Et pour l'un des groupes, ça a été en fait un vrai obstacle pour elles de devoir faire la démarche d'inviter les personnes hébergées. Du coup, il y a eu un vrai problème d'invitation et de recrutement des gens. Et donc, l'intervention a été pas mal remise en question à cause de ça, alors que dans d'autres hôtels, les équipes se sont plus appropriées voilà, la démarche et il y a eu une meilleure dynamique, plus de participantes. Donc, en fait, c'est très déterminant la façon dont les équipes le prennent en charge. Sinon, pour les hôteliers, on avait en fait la façon dont on a choisi les hôtels dépendait aussi d'une relation fonctionnelle entre le SAMU social et les hôteliers, ce qui a beaucoup limité les problèmes qu'on aurait peut-être pu avoir avec des hôteliers récalcitrants. Donc, on l'avait beaucoup anticipé, mais finalement, on n'a pas eu de problème avec les hôteliers. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, bonjour Nicolas. Bonjour, je monte ma tête. Oui, je voulais réagir. Merci beaucoup pour vos 2 interventions très intéressantes sur ce que tu disais, Armelle, là, de la remise, de la discussion interne de finalement, est-ce que c'est notre boulot de s'occuper de l'accès aux soins et de la prévention des personnes qu'on héberge. Bien sûr, idéalement, ce ne serait pas leur boulot. Enfin, c'est pas tant une remarque de chercheur, c'est plus ça fait écho à mon expérience de terrain antérieure, là où j'étais un peu chargé de prévention. En fait, en Île-de-France, clairement, les structures en charge d'aller vers pour la prévention ou par l'accès aux soins, qui sont souvent, pour ce qui est de la santé sexuelle, les CGID, les CPEF, et pour l'accès aux soins, plutôt les PASS et toutes les associations, elles sont clairement pas dimensionnées pour être partout. Et donc, même si on aimerait idéalement qu'elles le soient, c'est pas une réalité. Donc, moi, je pense que vraiment, si on regarde ça d'un point de santé publique et qu'on veut avancer, il faut qu'un peu tout le monde s'en empare. Donc, ça ne veut pas dire que c'est le travail de l'un ou de l'autre, mais il faut se répartir un petit peu la charge. Et je crois qu'il y a un réel enjeu que le monde du social ou de l'hébergement intègre aussi la dimension santé publique comme étant de ses missions. Après, il faut travailler pour que les conditions soient réunies pour que ce soit possible en termes déjà de montée en compétences et puis de ressources humaines aussi pour qu'il y ait du temps pour ça. Mais moi, en tout cas, dans les structures d'hébergement avec lesquelles j'ai travaillé, celles dans lesquelles notamment des éducateurs s'étaient investis sur la question santé de manière un peu générale, bah, clairement, ça changeait tout et on arrivait à voir les choses plus tôt, à avoir des parcours de soins améliorés et y compris à faire un travail de prévention. Donc, je pense que, je ne sais pas ce qu'en pensent les autres, mais je trouve que c'est un débat intéressant et je pense qu'il faut vraiment travailler là-dessus. Oui, alors juste pour préciser, c'est quand je parle des difficultés potentielles à ce que tout le monde fasse tout, je précise bien que je parle que de la santé sexuelle et reproductive. Je ne pense pas que les acteurs du social soient tous en mesure de prendre en charge la santé sexuelle et reproductive des femmes. On touche sur des sujets qui sont très compliqués, où la question des violences vécues dans le passé, vécues actuellement dans les hôtels est quelque chose de central. Et il y a une réflexion spécifique à cette prise en charge qui n'est pas justement pas la santé en général. Et pour moi, je pense qu'on peut pas. Je suis pas sûre que le côté positif de dire bah, c'est toujours mieux quand tout le monde intervient. Je pense qu'il y a certaines thématiques où c'est mieux de limiter l'intervention à des personnes formées, spécialisées. Après, tu as raison, hein, c'est pour ça que je disais sous condition de formation et de monter en compétences. Après, tu peux faire la même remarque pour les intervenants dont c'est censé être le boulot.
Parce que bon, dans les CPEF, il y a peut-être un peu plus cette culture, mais dans les CEGID, pour avoir déjà organisé des formations sur les violences à destination des professionnels CEGID, et dans les PASS, c'est très loin d'être des sujets sur lesquels les professionnels de santé sont à l'aise. Et du coup, non seulement c'est pas forcément, entre guillemets, enfin, la recherche systématique est loin d'être le cas, et c'est un débat de savoir s'il faut que ce soit le cas. Et puis quand c'est des choses qui émergent, il y a beaucoup de professionnels qui ne sont pas du tout à l'aise avec ça. Moi, j'ai même entendu des CEGID dire on s'est formé, on a intégré ça dans les sujets un petit peu qu'on abordait de manière systématique, et on a arrêté parce qu'en fait, on a été confronté à la réalité, et on était décontenancé, on ne savait pas quoi faire, on ne savait pas comment gérer, on n'avait pas de partenaire derrière. Donc, on a préféré, en gros, remettre les œillères parce que c'était impossible. Donc, je pense que c'est encore plus compliqué en hébergement, mais c'est vrai partout. Il y a une complexité supplémentaire qui est la question de la langue. Lorraine a dit que le questionnaire avait été passé en 10 langues différentes. Les groupes de parole, comme les médiatrices, sont intervenus d'abord en français. Les médiatrices pouvaient faire appel à un service de traduction téléphonique, d'interprétariat téléphonique, mais elles l'ont très peu fait. Et dans les groupes de parole, ils se sont débrouillés comme ils ont pu. Donc, ce n'est pas forcément très évident. Oui, tout à fait, c'est une précision importante, même si la dynamique d'autotraduction peut être bénéfique en elle-même, ça reste un dispositif complexe. Je vais passer la parole à Alfred Spira. Oui, bonjour. Oui, bonjour tout le monde. Juste un petit mot sur qui est habilité, qui est formé, qui a le temps d'intervenir. C'est une question importante et qui pose une vraie question d'éthique sociale. Moi, mon expérience, pour avoir participé à cette étude, c'est qu'il y a une grande diversité. Par exemple, j'ai vu des hôtels dans lesquels les personnes qui s'occupent de l'hôtel, j'appelle ça les tenanciers ou les tenancières, ont une grande attention vis-à-vis des personnes et des femmes, en particulier sur les grossesses non désirées, sur les violences sexuelles. Mais cette grande attention, malheureusement, elle peut se traduire par un véritable contrôle social à un moment donné. Elles sont tellement attentives qu'elles donnent des conseils, elles vont plus loin que de donner des conseils. Donc c'est vraiment très, très difficile. Je ne pense pas qu'on puisse avoir de règles uniformes pour tout le monde. Ça dépend vraiment des situations locales, ça dépend des caractéristiques sociales et culturelles des personnes qui sont hébergées. Ça dépend du mode d'intervention possible à l'endroit dont on parle. Est-ce qu'il y a une passe pas loin? Est-ce qu'il y a le planning? Est-ce que c'est complètement isolé? Voilà, c'est très, très, très multifactoriel. Tout ce que je peux dire, moi, c'est qu'il faut vraiment être extraordinairement attentif et s'adapter aux différentes solutions possibles. Ce que montre cette recherche-là des saphirs, c'est qu'à la fois c'est très difficile, mais qu'il est possible d'intervenir. Après, ça doit faire l'objet d'une réflexion et d'une concertation locale, et il ne faut pas avoir... enfin, bon, c'est tout le problème de la médiation en santé sexuelle et reproductive, qui est quand même, comme l'a dit Armelle, quelque chose de très sensible. Eh ben, merci beaucoup, Freddy. En fait, on est super en retard. On va s'arrêter là pour cette intervention. Si vous voulez bien, merci beaucoup, Françoise et Lorraine. Et si vous voulez bien, on prend 5 petites minutes pour se dégourdir les jambes et on se retrouve pour l'intervention de Fabrice Giraud qui est arrivé, je vois. Donc, à tout de suite. On se retrouve.